Et donc, on va, dans cette deuxième partie d'après-midi, travailler plus sur deux dispositifs, les RCC et les APC, où on pourrait dire la gestion de l'emploi par la négociation, avec deux communications, et puis, comme on l'a dit ensuite, une autre table ronde. Alors, première communication, voilà, venez. Voilà. Donc, première communication avec Christelle Meffray et avec Anne-Laure Mazot qui n'est pas là. Eh bien, c'est pas grave. Eh bien, c'est pas grave. On a le plaisir déjà de vous recevoir, vous. Donc, autour des ruptures conventionnelles collectives. Donc, je vous présente vraiment en un mot. Christelle Meffray, vous êtes maîtresse de conférences en droit privé à l'Université de Lorraine et vous êtes attachée plus particulièrement à l'Institut du Travail et vous êtes hébergée, si j'ose dire, à l'Institut François Génie. Voilà, vous travaillez très largement sur les fraudes en droit de la protection sociale et je dirais, et par extension, au travail dissimulé ou parfois illégal, hein, si je reprends vos travaux en général, et vous nous présentez une communication qui est relative à l'analyse des ruptures conventionnelles collectives en vous basant sur 68 accords que vous avez dépouillés, c'est ça ? Pas seul. Pas tout seul. Collectif. Bonjour, merci beaucoup. Donc, l'objet de l'intervention d'aujourd'hui consiste à présenter les résultats de l'analyse réalisée par notre groupe de travail, donc c'était une œuvre collective, sur les RCC. Alors, rapidement, pour se mettre dans le contexte, pardon, j'ai un petit souci de... Hop. Je vais... Donc, on rappellera que le dispositif a été créé par les ordonnances Macron et se trouve codifié dans la section du Code du travail relative aux ruptures d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif. Pourquoi je n'ai pas le diaporama ? Cliquez à partir de la diapositive actuelle, le deuxième. Voilà, merci. Donc la RCC est codifiée aux articles L1237-17 et surtout aux articles L1237-19 et suivants du Code du travail. Alors la RCC, qu'est-ce que c'est ? Rapidement, eh bien, il s'agit d'une modalité de rupture collective des contrats de travail fixée par accord collectif qui organise la mise en œuvre de départ volontaire de salariés exclusif de tout licenciement économique pour atteindre les objectifs de suppression d'emplois qui sont fixés. Alors, ces quelques points saillants, d'emblée, d'une part, il s'agit d'un mécanisme extrêmement souple. Cela exclut l'application de la législation sur les licenciements pour motif économique. Il n'y aura ni à respecter de procédure, ni à justifier de motifs économiques. Il n'existe pas non plus de seuil d'effectif, puisque cela pourra donc être utilisé, y compris dans les toutes petites entreprises. Alors pour autant, l'existence de difficultés économiques n'y fera pas obstacle, dans la mesure que, en corollaire, nous avons l'engagement de l'employeur de ne pas procéder à des licenciements pendant une certaine période. Alors, autre trait saillant, c'est la double sécurisation des ruptures, puisqu'on a un double accord de volonté qui se concrétise par l'accord collectif, d'une part, et puis par la nécessité pour chaque salarié volontaire de conclure une convention individuelle de rupture. Par ailleurs, la RCC est soumise au contrôle et à l'homologation de la DRET, ce qui contribue à cette sécurisation. Alors, s'agissant du contenu de l'accord, celui-ci est finalement souplement borné par le législateur qui se contente d'énumérer les clauses qui doivent figurer dans l'accord, mais en concédant une large marge d'appréciation aux partenaires sociaux. Ce qui, a priori, et ce sera conforté une fois qu'on aura analysé l'ensemble des accords, rend le dispositif particulièrement flexible et offre une large possibilité d'adaptation aux besoins et aux moyens des entreprises.
Alors, à titre d'illustration, on constate qu'il y a une énumération des clauses sans rare borne. On relève toutefois la fixation d'un plancher, s'agissant de l'indemnité spécifique, et l'existence de mesures dont il est précisé qu'elles doivent faciliter l'accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents. Alors, je me permets de le souligner, l'équivalence au niveau de l'emploi est rarement mentionnée dans les accords. On n'y reviendra pas forcément, mais voilà. Donc, l'intérêt de... Qu'est-ce qu'elle me fait? Je vous présente mes excuses. Nous avons un petit souci technique. Voilà. Donc l'intérêt de cette étude a résidé justement dans l'analyse des clauses pour essayer de connaître et d'écrire la réalité des RCC. L'idée était de cerner dans quel contexte est-ce qu'elles sont conclues, dans quel but et de quelle manière. Alors pour le cadrage, la DGEFP nous a permis d'avoir accès à des RCC validés par l'administration. Nous avons choisi de travailler à partir de l'année 2019 pour deux raisons essentielles. D'abord, on se situe avant la Covid, ce qui évitait d'être biaisé finalement par la pandémie. Mais d'un autre côté, c'était suffisamment après l'entrée en vigueur, alors on était à 1 an et plus, du dispositif qui donc est rentré en vigueur, pour mémoire, au 1er janvier 2018. Donc sur cette année 2019, nous avons eu accès à 123 documents qui étaient supposés être 123 accords différents, sauf que finalement, seuls 68 accords ont pu être exploitables, tantôt parce que les fichiers étaient incomplets, d'autres fois étaient redondants, d'autres ne correspondaient pas en réalité à la date de 2019, et enfin à l'analyse, certains fichiers n'étaient finalement que rarement assimilables à une RCC. Donc pour procéder, la méthode d'exploitation des accords a été de nous répartir le travail pour multiplier les points de vue. Et on a tous été chargés donc de lire de manière minutieuse chacun des accords, et ce n'est qu'après la lecture que nous avons commencé à élaborer une grille de codage visant à retranscrire le contenu des accords dans un tableur qui se voulait le plus précis possible. Alors je vous présenterai une petite capture d'écran, mais pour avoir une idée, on a 200 entrées qui ont été identifiées à partir des lectures et des remarques croisées. Alors l'intérêt, c'est que ça offre une grande finesse qui a permis de mesurer finalement, de décrire les réalités des RCC, de permettre une première typologisation. Toutefois, ce qu'on a surtout pu mesurer, c'est la grande hétérogénéité des pratiques, véritablement en fonction de la physionomie de l'entreprise, mais également des secteurs d'activité. Alors, cette méthode, finalement, a été d'analyser les clauses, enfin les RCC uniquement par leurs clauses. Donc nous n'avons travaillé qu'à partir du contenu des accords, en s'interdisant d'aller chercher quelques informations supplémentaires sur l'entreprise, pour éviter autant que possible les biais et conserver un maximum d'objectivité. Par exemple, nous nous sommes interdits d'aller rechercher des informations sensibles sur la suite, par exemple, de l'évolution économique de l'entreprise, puisque l'idée était de se placer au moment de la conclusion de l'accord et donc de ne pas être biaisé par les informations suivantes. Alors, l'écueil, donc l'avantage, on l'a souligné, c'est que cela évite d'intégrer de la subjectivité. L'écueil, évidemment, c'est que ça génère de la frustration, puisque cela ne permet pas toujours de répondre à certaines questions qu'on peut pouvoir se poser en doctrine, notamment s'agissant de l'articulation réelle ou des frontières pures entre le licenciement économique et la RCC, ou encore leur succession sur une ligne de temps. Cependant, l'analyse présente le mérite de révéler différentes tendances. Alors, s'agissant de cette grille, justement, dont je vous parle, voilà, voici un premier, quelques captures d'écran. Alors, je suis navrée, l'exercice fait que ce n'est pas très lisible.
Toutefois, ça vous permet d'illustrer, enfin de mesurer, en tout cas, la finesse des éléments qui ont été recensés. Par exemple, pour donner une présentation du découpage, là nous sommes sur les mesures d'accompagnement qui contient en réalité 29 colonnes qui correspondent aux différentes pratiques que nous avons pu recenser dans les différents accords. Donc encore une fois, cette exhaustivité a permis d'identifier l'importante hétérogénéité des pratiques et surtout démontre que les partenaires sociaux se sont saisis finalement de la marge de manœuvre que leur concédait le législateur. Alors, venons-en maintenant aux quelques résultats. Donc, d'emblée, de premiers chiffres, on constate que le niveau privilégié de l'accord, c'est l'entreprise, puisque dans 58 sur 68 accords, c'est au niveau de l'entreprise que l'accord collectif a été conclu. Seulement 6 accords ont été signés au niveau de l'établissement. Dans l'immense majorité des cas, 85%, l'accord a été conclu traditionnellement avec les délégués syndicaux. Rare, on trouve deux référendums. En revanche, nous n'avons pas trouvé d'accord conclu avec le CSE. Hein, ça fait rare, hein, c'est ça. S'agissant de la durée de l'accord, dans la majorité des cas, dans 64 accords sur 68, les accords sont prévus pour des durées très variables qui se situent entre 1,6 et 43,8 mois. On a trouvé un seul accord à durée indéterminée, 2 dont on peine finalement à déterminer si c'est à déterminer ou non, et un accord où rien n'est indiqué. S'agissant de l'engagement à ne pas licencier, alors là ça a été assez intéressant. On constate qu'une large majorité des accords mentionne un engagement de ne pas licencier pour motif économique pendant la durée de l'accord. D'autres fois, la durée est expressément prévue et elle est très brève. Alors, on pourrait penser au départ que lorsqu'on cale l'interdiction de licencier sur la durée de l'accord, cela va être le gage d'une durée suffisante, sauf qu'en réalité, parfois, on a découvert que les accords étaient conclus sur une période relativement courte, ce qui réduit d'autant la limitation au droit de licencier. On a également pu observer certaines pratiques, alors certes à la marge, où les partenaires sociaux limitent la renonciation au seul poste ciblé par l'accord, ne l'étendent pas au niveau de l'entreprise. On a également trouvé d'autres accords où on aménage l'interdiction de licencier en aménageant l'hypothèse selon laquelle, en cas de circonstances conjoncturelles qui modifieraient substantiellement la situation de l'entreprise, on pourrait finalement retrouver cette liberté de licencier. Certains accords, très très rares, prévoient une période d'interdiction de licencier qui sont supérieures à la durée de l'accord, mais c'est vraiment anecdotique. Alors, sur les constats, s'agissant de la justification, on peut s'apercevoir que l'immense majorité des cas fait un effort de justification sur le recours à la RCC. Il est fréquemment exprimé dans le préambule de l'accord et on constate que, une fois de plus, selon les entreprises, les justifications sont plurielles. Alors elles sont parfois très floues, d'autres fois techniques, rarement étayées de chiffres et on relève souvent du vocabulaire emprunté davantage à des techniques de management ou de pilotage stratégique finalement. Souvent mobilisés en réponse à des considérations d'ordre économique particulières, mais qui, scrupuleusement, sont systématiquement distinctes des cas de cause justifiant un licenciement pour motif économique. Les justifications invoquées, ou à tout le moins affichées, s'apparentent majoritairement à une recherche d'adaptation ou d'optimisation de la ressource humaine, ou à une recherche d'amélioration de la compétitivité et de la performance. Alors, nous avons pu identifier finalement que l'RCC, dans les deux grandes tendances majoritaires, pouvait être pensé donc soit comme un outil d'anticipation et d'adaptation, par exemple pour anticiper ou tirer les conséquences de réorganisation au plan structurel, s'agissant de fusion, l'intégration par exemple dans un groupe, mais également au plan opérationnel, s'agissant par exemple de mutualisation de fonctions support, ou encore de s'adapter aux évolutions d'un marché. Dans ce cas, on a l'impression que la RCC est plutôt utilisée en réponse à une recherche d'économie d'échelle ou de lutte contre les sureffectifs ou les doublons de postes, notamment s'agissant de fusion.
Dans l'autre grand type de profil, la RCC s'apparente davantage à un outil de fortification pour renforcer la compétitivité d'une entreprise, augmenter la productivité, la performance. On va y retrouver dans les motifs sous-jacents la volonté de renforcer, par exemple, un positionnement de leader sur le marché, de soutenir des ambitions d'expansion, de développement à l'international, de se positionner comme une entreprise innovante ou d'envisager des réorientations stratégiques, de s'ouvrir à de nouveaux marchés qui nécessitent le renouvellement de compétences finalement. Donc là, dans ce cadre-là, la RCC répond a priori davantage à une recherche d'économie sur la main-d'œuvre pour davantage de compétitivité ou pour répondre à un besoin de remodelage de ses effectifs pour justement étendre et renouveler des compétences. Ça va se traduire notamment fréquemment par un nombre de départs qui sera supérieur in fine aux suppressions d'emplois puisque cela va permettre de pouvoir recruter. Donc, quelques remarques. Un premier point commun quand même au milieu de cette hétérogénéité, c'est l'attention scrupuleuse de se mettre à distance, peut-être un petit peu artificiellement parfois, qui est quasi systématique, donc des 4 causes de licenciement pour motif économique. C'est-à-dire que dans certaines hypothèses, à la lecture du préambule, on pressent une vraie volonté de recherche de profit, d'utiliser la RCC dans une optique d'accroissement, pour upgrader ses rentabilités. Toutefois, il est vrai que, on le verra plus tard, quand on analyse de manière plus fine la grille, on s'aperçoit que les critères d'éligibilité, l'investissement dans les mesures d'accompagnement, la brièveté de certains délais tendent plutôt à laisser penser que il y a eu une présentation. On a été très méthodique sur le fait de se mettre à distance volontairement des 4 motifs de licenciement économique. On évoque très peu ou jamais les difficultés économiques ou les mutations technologiques. On fait bien attention à parler de renforcement de compétitivité. On n'évoque jamais la nécessité de sauvegarde. À la rigueur, un accord évoque la pérennité, ce qui laisse penser que nous sommes sur la ligne de crête. Mais voilà, donc finalement, une justification qui, a priori, est éloignée des causes de recours au licenciement économique, mais qui, pour certains accords, interroge dans les faits. Donc, à la lecture des justification affichée à tout le moins, on a bien un dispositif qui est autonome, une absence de concurrence avec le licenciement pour motif économique. En théorie, ce n'est pas un dispositif utilisé à chaud, sauf qu'il est vrai que quand on le met en perspective avec la brièveté de certains délais, encore une fois, on peut s'étonner. Notamment quand on a pu croiser donc les informations, il est vrai que le doute s'est élevé sur un possible détournement du dispositif, voilà, notamment en particulier lorsque la période d'interdiction de licencier est très très brève ou les mesures d'accompagnement fortement réduites. Il a fallu également qu'on s'interroge, on a porté nos interrogations sur les salariés concernés et la question de savoir est-ce qu'il existait un salarié type potentiellement visé dans ces dispositifs. Donc, sur cet item, 3 constats liminaires. D'abord, en général, la répartition des départs envisagés s'opère prioritairement par métier ou par service. Les catégories de salariés sont très rarement avancées ou ciblées. En tout cas, en apparence. S'agissant des critères d'éligibilité et de partage ou de départage, on a également pu être témoin d'une très grande variété de pratiques, une adaptation des critères en fonction des entreprises. Par exemple, sans exhaustivité, s'agissant des critères d'éligibilité au dispositif, très fréquemment figurait le fait d'être titulaire d'un CDI, de présenter un projet professionnel sérieux, ne pas être engagé dans une procédure de rupture ou de contrat à l'inverse pour éviter les effets d'aubaine, la proximité ou au contraire l'éloignement à la retraite. S'agissant par contre des critères de départage qui sont utiles pour hiérarchiser éventuellement les candidats au départ, on a observé une tendance à la récompense des salariés fidèles. On a une prépondérance d'accords qui mobilise des critères liés à la fonction, à la forte ancienneté.
D'autres critères ont également été relevés de manière assez fréquente. Par exemple, s'agissant d'un ordre chronologique, en fonction de la date à laquelle le salarié s'est porté candidat, la nature de l'emploi ou le service d'appartenance. Plus rarement, plus à la marge, on a rencontré des tirages au sort, ou encore la nature du projet professionnel dans les critères de départage, ce qui, selon nous, induit malgré tout une forme de subjectivité dans l'appréciation. Par exemple, de mémoire, on avait un accord qui évoquait donner la priorité au projet professionnel le plus abouti. Alors, il est vrai que on peut également s'étonner, surtout quand le délai pour candidater est 20 jours. Comment est-ce que concrètement, on va avoir la possibilité d'avoir anticipé, à moins d'avoir anticipé un projet de reconversion professionnelle qui peut-être était en germe pour certains salariés. Il est vrai que quand on voit des procédures très raccourcies, ou alors un accord dont on se félicitait qu'il était plus long, puis finalement à l'analyse, il incluait le mois d'août. Bon, d'un point de vue économique, rares sont quand même les entreprises ouvertes le mois d'août. C'est quand même pas le mois où on va avoir le plus de possibilités de réfléchir et de solidifier son projet. Donc, on commence à percevoir, plus on chemine dans l'analyse des accords et dans l'affinage des grilles, une possible distance entre l'affichage et l'utilisation pratique. Mais s'agissant des remarques transverses, donc au-delà de ces hétérogénéités, on va rencontrer donc une priorité claire accordée aux critères professionnels par métier. Les critères personnels sont beaucoup plus rares, les références au handicap, aux charges de famille ou à un projet personnel, heureusement. Et dans de nombreux accords, on a une multiplication très fréquente de critères, par contre, qui semblent pouvoir orienter, sans l'exprimer noir sur blanc évidemment, les RCC vers certaines catégories de salariés. On va avoir un ciblage de certaines catégories de salariés qui, derrière une apparente neutralité, va se révéler en creux, compte tenu des critères d'éligibilité ou des pondérations entre les critères. Quand on les confronte aux mesures d'accompagnement, par exemple, si on veut cibler, les personnes un peu plus âgées, on va valoriser des critères relatifs à l'ancienneté, et puis on va retrouver dans les mesures d'accompagnement un investissement sur la transition vers la retraite, des rachats de trimestre, le financement un congé de fin de retraite. Donc, en mettant cela en perspective, on se dit que quand même, à partir des critères, même si de manière officielle et objective, on est peu sur de la catégorisation de salariés. En réalité, on s'aperçoit que on peut tout à fait. Les critères sont tellement fins et finalement parfois complexes, combinés, qu'on arrive, quand on l'anticipe, à l'utiliser pour remodeler la physionomie de son entreprise. On constate également une volonté d'objectiver les candidatures, sauf que dans certains accords, elles se trouvent contrebalancées par l'introduction à la marge de critères subjectifs qui vont venir neutraliser finalement cette objectivité. Par exemple, dans certains accords, on a pu rencontrer des clauses où l'employeur se réservait la possibilité d'exclure le candidat parce qu'il considérait qu'il disposait de compétences indispensables à l'entreprise. Il n'y a pas davantage de précision, donc ça réinjecte un petit peu de subjectivité. Autre point de subjectivité, mais on l'a déjà évoqué, donc j'irai vite, porte sur la réalité ou le sérieux du projet professionnel. L'information et le volontariat des salariés sont évidemment deux préoccupations importantes des RCC, puisque le dispositif repose sur le libre consentement des salariés, sauf que qui dit démarche volontaire implique nécessairement une information sur l'existence de l'accord, mais également sur son contenu et potentiellement sur ses conséquences. À cet égard, s'agissant de l'information, on observe que les accords procéduralisent souvent, de manière fine, l'information donnée aux salariés, que ce soit sur l'existence de l'accord ou son contenu. Les pratiques sont diverses, on a pu recenser différentes modalités qui empêchent une systématisation des modalités d'information. Ainsi, dans certaines entreprises, on a privilégié l'affichage, l'envoi de mails personnalisés. D'autres fois, on a davantage investi en créant des cellules, des portails, des antennes de mobilité, faisant intervenir parfois des organismes extérieurs pour assurer cette information et cet accompagnement. Malgré tout, des tendances communes
communes se dessinent et prennent forme autour d'une volonté de transparence qui est clairement affichée dans l'ensemble des accords et une tendance à l'exhaustivité s'agissant de la communication qui entoure ces RCC. Couplée à l'information du CSE, cette volonté de transparence des partenaires contribue, du moins en apparence, à sécuriser la situation des salariés. S'agissant du volontariat, tous les accords insistent sur l'importance accordée au volontariat du salarié, à tel point que c'en est parfois même trop. On insiste sur la liberté de consentement. La majorité des accords sont assez même redondants sur la question, ajoutent parfois des modèles, voire le contenu de la rupture individuelle, de la convention individuelle de rupture qui sera communiquée. Tous mentionnent un droit de rétractation pour préserver a priori ce consentement. Sauf que, en pratique, certains accords, encore une fois, suscitent un doute sur la sincérité de la recherche du libre consentement du salarié et de la réalité de la recherche d'une véritable accompagnement dans la transition professionnelle. Le premier de ces éléments tient à la brièveté des délais. Brièveté des délais de sport ses candidats, de rétractation. D'autres fois, le caractère volontaire est évidemment discutable lorsqu'on découvre qu'il est in fine question de fermeture de l'entreprise, de l'établissement. De fait, la volonté n'y était pas. Enfin, on découvre que les mesures d'accompagnement sont parfois tellement généreuses qu'elles se présentent fortement incitatives pour certains salariés. Et à cet égard d'ailleurs, la générosité des mesures d'accompagnement semble parfois susceptible d'inciter les candidats au départ et peut-être de provoquer une volonté qu'ils n'auraient pas pensée tout seuls, si je puis dire. La nature des mesures d'accompagnement, encore une fois, va d'ailleurs s'apparenter à un outil de ciblage de certaines catégories de salariés. Par exemple, s'agissant de la formule de calcul de l'indemnité spécifique, très fréquemment, on la détermine à partir du salaire et de l'ancienneté. Ce qui, de fait, va rendre la RCC beaucoup plus intéressante pour les salariés âgés ou avec une grande ancienneté ou une forte rémunération. À l'inverse, quand on investit sur la formation, la VAE, la reprise d'études ou les mesures d'accompagnement à la création d'entreprises, on va davantage, du moins on le pense, séduire un public plus jeune ou en milieu de carrière, plus enclin peut-être à une reconversion professionnelle. Donc, a priori, la lecture des accords témoigne d'un souci partagé par l'ensemble des entreprises d'accompagner véritablement les salariés dans leur transition professionnelle. Toutefois, encore une fois, les lectures transversales, comparées, révèlent en réalité de véritables déséquilibres, qui d'ailleurs nous est apparu justement en observant une analyse transversale. En lisant un accord, la mesure paraissait satisfaisante. En la comparant aux autres, aux entreprises de comparable physionomie, on arrivait à pressentir quel était finalement l'investissement qui était mis dans ces mesures d'accompagnement. Alors, parmi les mesures d'accompagnement, je dirais privilégiées, on va retrouver les mesures d'aide à la création d'entreprises. Le financement de formation est récurrent, mais systématiquement dans des dimensions relativement différentes. S'agissant, quelques accords encadrent le congé de mobilité, mais il n'est pas systématisé. En apparence, il se montre plutôt généreux, avec des montants nécessairement au-dessus de ce que prévoient les dispositions légales. Toutefois, souvent ces accords qui prévoient ces dispositifs, en apparence généreux, doublent finalement d'une mesure qui incite fortement à accélérer le départ, puisqu'il existe des primes ou des indemnités de concrétisation rapide de projet ou de départ anticipé. Les autres mesures, d'autres mesures telles que les aides au TPE qui embauchent d'anciens salariés, les indemnités différentielles en cas de retour à un emploi moins bien rémunéré, ont été rencontrées, mais de manière moins fréquente. Alors sur ces mesures d'accompagnement, les disparités et les déséquilibres que l'on a pu constater empêchent de conclure à l'existence d'une volonté générale de réel accompagnement des salariés dans leur transition professionnelle ou dans leur transition vers la retraite. Encore que, là, ce serait un bémol. Toutefois, on doit quand même reconnaître que les négociateurs actent, dans la majorité des accords, la nécessité de faire peser la charge financière de la RCC sur l'entreprise et non sur Pôle emploi, et
En croisant les données, on s'aperçoit que finalement, assez peu de salariés devraient quitter l'entreprise sans solution offerte par l'employeur. Maintenant, ce n'est qu'une lecture à la date de la conclusion de l'accord. On ne sait pas quel a été le succès et il est du coup impossible, selon la méthode que nous avons utilisée, que de pouvoir se prononcer sur l'effectivité réelle de la transition de Pôle emploi, de la transition professionnelle, et de savoir si justement ces salariés ne sont pas allés remplir les rangs in fine de Pôle emploi. Alors, pour conclure, quel est donc le bilan ? Eh bien, on constate une inédite possibilité de remodelage des effectifs. Finalement, la RCC occupe une place singulière, qui se révèle particulièrement innovante. Elle n'est pas liée à des justifications d'ordre éco, et elle se veut un outil agile, adaptable, en fonction des orientations de la politique de gestion menée dans l'entreprise. Elle va offrir à l'employeur, alors certes, il faudra qu'il aille obtenir l'adhésion, à minima la signature des délégués syndicaux, mais elles offrent à l'employeur la possibilité d'optimiser la gestion des RH, en lui permettant de façonner la composition de sa main-d'œuvre, y compris dans une optique décomplexée, finalement, d'augmentation de la rentabilité, de recherche de profit ou de diminution de charges salariales. Le recours à la RCC peut donc s'inscrire, on l'a vu, soit dans une démarche de suppression nette d'emplois. On va alors se retrouver des politiques de lutte contre le sureffectif, de suppression de postes vacants, d'adaptation à des restructurations, ou au contraire, s'inscrire dans une démarche de remodelage des effectifs à effectifs constants, en recrutant en parallèle de ces ruptures, puisque, à la différence du licenciement pour motif économique, nous ne sommes pas liés à une quelconque obligation de réembauchage. En corollaire de cette flexibilité, néanmoins, un triple garde-fou et des limites. D'abord, l'agilité dans la gestion de la masse salariale se trouve malgré tout contrebalancée par un partage de pouvoir. Le recours à la RCC exclut toute démarche unilatérale. Un accord collectif est impératif. L'homologation de l'ADRETS est requis. Les candidats doivent être volontaires. Donc, au moment où je vous parle, en commentant les accords, je ne sais pas quel a été le succès finalement rencontré par ces RCC. Mais enfin, cette opportunité de remodelage est inédite, mais elle devient coûteuse au regard des mesures sociales d'accompagnement. C'est-à-dire que finalement, on va se retrouver dans la situation d'entreprises qui, pour pouvoir utiliser cette flexibilité et ne pas encourir un risque de fraude, de reconnaissance de fraude s'agissant du dévoiement du dispositif, il va falloir qu'elles soient en mesure d'investir pour justifier et accompagner le salarié dans sa transition professionnelle. Donc finalement, le dispositif offre agilité et souplesse, ce qui la rend nécessairement séduisante, mais l'expose aussi, et on l'a perçu dans certains accords, mais il nous manque l'analyse post-accord pour justement confirmer cette hypothèse, l'expose à des détournements. Et donc à cet égard, on peut s'interroger notamment sur la légèreté du contrôle de l'administration qui intervient finalement a posteriori, qui va vérifier la présence de clauses. Et c'est vrai que toutes les données et les tendances que nous ont révélées l'analyse croisée de ces dispositifs, finalement, ne seraient pas apparues à la lecture d'un accord unique où on se serait contenté de vérifier si les accords mentionnent bien, entrent bien dans les cases qui sont prescrites. Donc voilà. Donc il nous manque la vision d'après, mais ça fera probablement l'objet d'un nouveau projet de recherche. De l'argent.